Que sais-je et qu'ai-je pour oser dire qui je suis? Vu que dans ce miroir, je vois un produit issu du fait d'autrui. Je me perds dans mes origines car les pères de mes grands-pères me sont inconnus. J'ai un arbre généalogique desséché car au fond de lui sa sève ne coule presque plus. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le G7 parolier. Et je vous apporte des courriers express dans lesquels, sans stress, je relate sans cesse des vers, des strophes et des rimes qui déversent avec hardiesse des expressions qui contre la pression et impressionnent vu qu'elles libèrent de l'oppression en faisant sensation. Après un long moment de silence dû à mon engagement sur le terrain, il aura fallu que je revienne en 2020 pour relancer la machine et cette fois avoir une certaine constance sur la durée. La thématique choisie aujourd'hui, c'est l'identité. Pourquoi l'identité? Parce que aujourd'hui nous nous rendons compte que bon nombre d'Africains se lèvent et se targuent d'être des panafricanistes. Donc des personnes aptes à porter la renaissance du continent. Mais j'ai un problème avec certains d'entre eux. Parce que pour être un bon panafricaniste, donc pour être une personne apte à porter une renaissance, il est important, il est même obligatoire de relater et de refléter l'identité que nous souhaitons défendre. Or, observons l'Afrique. En Afrique, vous avez déjà 3 réalités sur le même continent. 3, c'est pour limiter, mais il y en a plus. Vous avez la réalité francophone, vous avez la réalité anglophone et vous avez la réalité arabe. Je parle de réalité parce que le travail de colonisation qui a été fait sur ces populations, bien sûr africaines à la base, avec l'identité africaine à la base, aura été fait sur le long terme, au point qu'aujourd'hui, certains des descendants de ces Africains qui ont été colonisés par la force et donc extirpés de leur propre identité, se retrouvent à valoriser l'identité venue d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que l'identité? Donnez-moi quelques secondes, le temps que je regarde mon archive. Alors, ici, vous avez le dictionnaire des sciences sociales qui définit l'identité comme étant la reconnaissance de ce qu'il est par lui-même ou par les autres. Donc on va dire l'identité de l'individu est en psychologie sociale la reconnaissance de ce qu'il est par lui-même ou par les autres. Donc 2 options. Soit notre identité se définit par nous-mêmes, donc venant de nous, de façon intrinsèque, consciente, etc. Soit l'identité est définie par l'autre, celui qui nous regarde. Et je ne souhaite pas que nous soyons schizos, donc que nous ayons 2 identités. Nous devons défendre une seule identité, celle avec laquelle nous sommes en phase. Alors, je disais donc qu'aujourd'hui nous avons un lot d'activistes panafricains qui disent que l'essor, la renaissance de l'Afrique passe essentiellement par une nouvelle monnaie, par exemple. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que prendre un billet de 1000 francs, le mettre entre les mains d'un enfant qui a 3 ans et qui n'a pas conscience de l'importance de ce billet portera des fruits? Alors, moi je dis, nous sommes une population qui avons besoin de nous retrouver avant tout. Et pour moi, si on doit parler de renaissance ou de liberté du peuple africain, il est important de recouvrer avant tout notre identité. Laquelle est-ce? Un panafricaniste qui chaque vendredi se retrouve dans une mosquée, pour moi, il manque de base. Il manque de base identitaire. Parce que, à quoi ça sert de porter la renaissance d'une communauté sans reconnaître la vision spirituelle même de cette communauté? Un panafricaniste qui chaque dimanche se retrouve à l'église, c'est contradictoire. Parce que lorsqu'on a compris les enjeux, lorsqu'on a compris ce qu'on voudrait revendiquer pour notre liberté, il ne faut plus marcher sur le pas de ces gens qui nous ont pendant des années et des années et des années et le font encore aujourd'hui. J'ai censuré le mot. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, porter la renaissance, c'est nous décoloniser de façon identitaire avant tout. Aujourd'hui, nous portons des prénoms. Moi, mes prénoms, c'est Hyacinthe et Emilien. Je ne les utilise quasiment plus. Seuls ceux qui m'ont appelé les Hyacinthe dans un temps continuent de le faire, mais même là, ils ont tendance à partir vers mon nom parce que c'est ça que je présente. Mon nom est mon identité. Je suis Munganga Bulingi.
Si vous voulez, Munganga, fils de Bulingui, c'est comme ça qu'on le dit culturellement parlant. Alors, à quoi va-t-il me servir de valoriser Hyacinthe qui n'a aucun rapport intrinsèque avec celui que je suis, Émilien? Comment pourrais-je m'affirmer aux yeux du monde, par exemple en Chine, en portant un nom européen? Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de profondeur dans ça. Et regardez, j'ai arrêté moi de donner mon prénom à partir du moment où j'ai pris conscience de l'importance des fouets de Kunta Kinte. Lorsqu'on l'a fouetté pour qu'il puisse changer son nom. Ouish. Dis que tu t'appelles Toby. Comment tu t'appelles? Kunta Kinte. Ouish. Comment tu t'appelles? Kunta Kinte. Ouais, pour moi ce n'est pas simplement un film. Il y a de la profondeur dans ça. Alors aujourd'hui on est en train de chercher des prénoms bizarres. J'ai dit bizarres parce que ça sort parfois des séries. Et dans ces séries vous avez des personnages incongrus qui sont, je sais pas, je vais pas dire des exemples, mais on prend leurs prénoms pour les transposer dans la vie réelle. Mais attendez, je ne vais pas citer de série, je ne vais pas citer de prénoms, mais vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, on a une panoplie de prénoms africains qui ont du sens. Et nous, on est toujours là à aller chercher des prénoms ailleurs dont on ne sait même pas l'origine, on ne sait même pas l'étymologie linguistique, on ne sait même pas quelle est la profondeur de ces prénoms que nous donnons aux enfants. Alors, on sait bien que le nom que nous portons caractérise notre identité, caractérise notre personnalité. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite à te renseigner sur la chose. Parce que à partir du moment où vous savez que quelqu'un est policier, vous savez quelles sont ses prérogatives vis-à-vis de la population, de la communauté. Un gendarme, un médecin, etc. Mais ce sont des identités. Ce sont des identités. Aujourd'hui, on sait qu'il pratique une certaine activité et il y a un nom approprié à cette activité. Alors, considérez que les noms que nous portons dans l'entreprise de celui qui nous a envoyés sur Terre, eh bien, ces noms-là, c'est en fait les rôles que nous devons jouer. Et à partir du moment où nous choisissons de porter des noms qui ne cadrent pas avec la manière dont nous avons été créés, eh bien, il y a usurpation d'identité, nous sommes des imposteurs. Et aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup d'imposteurs. Eh oui, je le dis, il y a beaucoup d'imposteurs. Et il y a des personnes, nous les voyons, nous avons l'impression qu'ils sont là à agir pour l'Afrique, mais dans le fond, non. Et parfois eux-mêmes ne le savent pas. Bref. Alors, donc, tout part de là. Le nom que vous portez, le nom que vous faites vibrer chaque jour. Est-ce que ce nom reflète ce que vous êtes? On ne va jamais appeler une Ferrari Peugeot parce que la Ferrari a ses caractéristiques particulières. Et quand on dit Ferrari, ce sont toutes ces caractéristiques-là qu'on imagine. Alors, fermez les yeux et pensez au prénom que vous donnez à votre fils. Jean-Jacques, par exemple. À chaque fois que les personnes diront Jean-Jacques, mais ce n'est pas votre fils en tant qu'Africain qui sera valorisé. C'est votre fils en tant qu'Africain colonisé qui sera valorisé. Alors, prenez-en conscience. C'est important. L'identité est la base de toute chose. Parce que lorsqu'on a assis notre identité, on sait vers où nous devons aller. Au-delà des noms que nous portons, nous avons aussi les noms de nos différents États. Ah oui, nos États ont été baptisés, si je peux le dire ainsi. Vous allez demander à... Je peux prendre le risque de le dire, 80% des jeunes Gabonais, 79,99, moi les chiffres c'est une autre histoire, hein. 79,99% vous diront qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'on appelait le Gabon avant de devenir Gabon. C'est concret. Pourquoi? Des Portugais envoyés en mission par, je préfère taire le nom, viennent. Ils passent par l'embouchure pour entrer dans le territoire qui était à l'époque Luango, appartenant au plus grand territoire du royaume Congo. Et ils disent, voilà cette terre, on va l'appeler Manteau, ou si vous voulez Capuchon, ou si vous voulez Bûchon, en faisant référence à l'ouverture de l'embouchure. Bon, le Gabon est devenu Gabon, mais d'abord, à la base, c'était Cabane. Cabane, comme les Portugais eux-mêmes le disent, dans leur langue, dans leur dialecte. Cabane s'est transformée en Gabao. Déjà, elle perd de la quintessence, elle perd du sens. Et aujourd'hui, Gabao est devenu Gabon. Alors dites-moi, étymologiquement parlant, quelle est la profondeur du mot Gabon? Étymologiquement parlant, à quoi renvoie Gabon? Nous qui sommes fiers d'être Gabonais, à quoi ça renvoie? En fait, on est fiers d'être n'importe quoi. On est fiers d'être rien du tout.
Et je suis ici dans un très 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 beau pays qui se développe, qui se construit, et j'ai plaisir à le voir, qui s'appelle Sénégal. De l'histoire que je sais, c'est les mêmes Portugais, toujours envoyés en mission, qui arrivent et qui rencontrent au large des pêcheurs. Ils demandent aux pêcheurs, dans leur dialecte, c'est le premier contact, du coup vous savez, on peut comprendre qu'ils ne se comprennent pas. Comment est-ce qu'on appelle la terre là-bas? Ils montrent la côte. Et quand les pêcheurs se retournent, ne comprenant pas, ils regardent avec des gestes et tout, machin. Ils regardent, eux, la première chose qui les frappe, ce sont les pirogues qui sont sur la côte. Vu qu'on a affaire à des gens qui sont sur de grands bateaux, c'est sûr que le rapport de conversation va s'articuler autour des outils qui leur permettent de passer sur l'océan. D'accord. Comment on appelle cette terre? Et on a nos pêcheurs qui disent Sunugal. Et sur leur carte, ils mettent Sunugal. Et que devient le Cayor? Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, nous sommes là à valoriser des États dont les noms n'ont aucune profondeur. Le nom ne renvoie même pas à l'esprit même de la communauté qui vit sur les terres qui ont été colonisées. Alors, comment est-ce que vous croyez que vous pourrez avoir des perspectives propres, des perspectives qui se rattachent à vos ambitions intrinsèques? C'est impossible. C'est impossible. Alors, moi, je pense, à mon humble avis, que si on doit parler de renaissance africaine, il faut se tourner vers l'identité. Et cette identité, elle est intrinsèquement culturelle. Vous allez remarquer que lorsqu'on enlève tout ce que les colons nous ont apporté dans toute l'Afrique, il ne va rester qu'une Afrique authentique. Et ce qui lie cette Afrique, c'est la culture. La culture et les traditions sont reflétées, sont les mêmes processus dans tous les peuples africains. Et c'est ça qui faisait notre force, c'est ça qui faisait notre fierté. Alors à partir du moment où vous avez un Africain, dans une seule maison, vous avez un Africain musulman, un Africain chrétien, un Africain juif, quelle est la loi qui va primer sur le territoire où en principe devrait primer la conscience bantou, par exemple? La conscience poulard, par exemple. Vous voyez un peu? Donc, à partir de ce moment, c'est un seul peuple divisé parce que il a été disloqué. Confère la Convention de Berlin et au-delà, parce que les razzias, l'objectif c'était ça. Donc, apprenez l'histoire. Comprenez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas qui nous devons être. Et si nous sommes dans la réalité d'un créateur, si nous sommes dans l'entreprise d'un créateur, il est important que nous retrouvons notre poste pour que nous puissions savoir quelle est notre partition. Je suis juriste. Aujourd'hui, on applique le droit universel des droits, de la charte universelle des droits de l'homme, le droit de je ne sais pas quoi. Et les détenteurs de ces options-là, c'est des gens eux-mêmes qui ne sont pas très très sains. Bref. Mais durant tout mon cursus, je n'ai eu accès aux droits coutumiers que pendant un très court laps de temps. Et pourtant, les réalités coutumières sont les réalités qui reflètent le mieux notre réalité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire primer une loi importée sur un territoire? C'est comme si vous prenez la règle du jeu du basket pour le mettre dans le foot. Mais comment ils vont s'en sortir? Donc, du coup, on est là à faire du copier-coller sans même adapter dans les réalités du contexte. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine s'oriente vers comment je vais même... Le mot, je voulais dire un mot qui vraiment... Je cherche un mot très profond. On a besoin de faire ressentir le potentiel de l'Afrique. Et pour faire ressortir ce potentiel, il est primordial que les jeunes intellectuels africains se tournent vers les savoirs africains qui sont aujourd'hui diabolisés par eux-mêmes. La Chine ne va jamais se développer en mettant en avant tout ce qui se pratique en Amérique chez elle. Vous avez la preuve concrète. Aucun pays au monde qui a été colonisé ne sera développé avec l'intelligence du pays de son colon. Ce sera un pas pour le colon, un demi-pas pour le colonisé ou l'ancien colonisé. Alors moi, les débats de, comment on appelle, le franc CFA, l'éco, etc., c'est secondaire. C'est secondaire. L'Afrique a besoin d'exorcisme. L'Afrique doit être dépossédée de l'esprit, l'état d'esprit qui l'anime. L'Africain doit comprendre qu'il doit retourner vers le sentier.
qui aura été mis en place par Dieu et ses ancêtres. Si Dieu, vous me le permettez, parce que aujourd'hui je l'appelle Nzambe, il y a plus de profondeur. D'accord? L'Africain doit retourner sur ce sentier et regarder en fonction de ce qu'il y a sur ce sentier. Qu'est-ce que je pourrais prendre moi, selon ce que j'ai à jouer comme rôle sur Terre, pour pouvoir le valoriser aux yeux et aux yeux de toute la communauté internationale. La médecine, par exemple. On a des imminents, et ça c'est mon combat. Hein. Je vais toujours parler de médecine parce qu'à la base, si vous savez ce que signifie mon nom, vous allez comprendre. J'ai une sensibilité naturelle avec ça. Il n'est pas normal qu'on retrouve toutes les médecines du monde en Afrique, mais que la médecine africaine elle-même ne soit pas valorisée en Afrique. Et tant que le jeu sera ainsi, ben écoutez, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Ce qu'il faudrait, c'est que les étudiants qui se forment en médecine regardent dans le terroir de nos médecines traditionnelles pour voir comment actualiser et comment valoriser tous les processus scientifiques qui sont là-bas en situation dormante. Il est important de le faire. L'économie, notre économie est basée sur une approche qui vient d'ailleurs. Et pourtant, nous avions une forme d'économie. L'architecture, oh là là, aujourd'hui, on est dans un pays qui ressemble à un pays arabe. C'est dû à quoi? Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas un impact psychologique. À la base, nous, on construisait des maisons sous forme de dômes, avec des outils appropriés au climat. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des maisons faites de ciment, de briques, etc. Et il fait chaud à l'intérieur quand il fait chaud dehors. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons voulu parler d'identité. Et comme d'habitude, nous l'avons fait à chaud. Donc les petits couacs, les petits bugs, c'est fait exprès. Hein? On le fait à chaud, on exprime ce qu'on a sur le cœur, comme on le ressent. Et nous souhaitons de tout notre cœur que la jeunesse africaine se retourne vers la promotion de son identité, rencontre son identité pour qu'elle puisse savoir quel est son rôle, quel est le rôle qu'elle doit jouer. Charles Couvi-Gomez, dans l'une de ses présentations un jour, a démontré les 3 clés. Les 3 clés pour faire ressortir l'identité et la vision ou les perspectives de l'Afrique. Qui suis-je? D'où viens-je? Quel est mon but? Lorsque vous saurez répondre à ces 3 questions, vous saurez dire si vous êtes panafricaniste ou pas. Moi, qui suis-je? Je suis Munganga, fils de Boulingi. D'où viens-je? Je viens du peuple Congo, qui n'est pas un petit peuple, qui est une grande population, l'une des plus grandes au monde, n'ayant jamais existé. Donc si aujourd'hui tous les Bantous du royaume Congo se disent « Allez, on marche main dans la main », c'est le monde qui va trembler. Et ça, je vous le dis. Voilà. Merci pour l'écoute. Ça a été long aujourd'hui et dorénavant, ça va ressembler un peu plus à ça. Parce que notre objectif est d'apporter des lumières à cette jeunesse. Ce ne seront pas des grosses lumières parce que nous n'allons apporter que le peu que nous pouvons apporter. Mais nous espérons que cette petite lumière, ces étincelles-là, puissent être attisées par cette jeunesse, celle-là qui aura compris les enjeux de notre engagement. Allez, que l'amour soit avec vous. Et je vous conseille de vous documenter. Aujourd'hui, je vais parler de Marcus Garvey. Enfin, je dis je vais parler, mais j'attire votre attention sur l'importance de faire revivre, pas les héros africains, mais les Africains qui auront pris conscience de l'importance de valoriser qui nous sommes et pas les hybrides qu'on a fait de nous. Marcus Garvey, faites des recherches sur lui. Vous allez comprendre énormément des choses sur les enjeux de notre union, les enjeux de notre renaissance. Allez, que la paix soit avec vous, que Nzambe nous garde et nous permette de vivre encore plus longtemps pour apporter notre lumière sur la terre.